John Moussa Kalapo est né à Bamako, au Mali en 1983 et est comptable de formation. En 2010, il s'inscrit au Centre de formation en photographie CFP de Bamako où il suit une formation en photographie conceptuelle créative et d'art. Après plusieurs années d'activité, suite à une bourse de la Tierney Family Foundation Awards en 2015, Kalapo suit une formation en photographie documentaire et fait une résidence de création dans l'une des prestigieuses écoles d'art photographique d'Afrique, le Maquette Photo Workshop à Johannesburg. Kalapo utilise la narration et le photojournalisme pour aborder des problèmes quotidiens de la société. Il a à son actif plusieurs expositions individuelles et collectives. Nous le rencontrons justement dans le cadre de l'une d'elles, l'exposition panafricaine de la Biennale africaine de photographie de Bamako. La pause d'art. Je me trouve à Bamako avec un artiste que j'adore, dont j'ai appris à connaître le travail, mais aussi à connaître l'homme. Et il m'invite à emprunter un Sotrama, et c'est dans ce Sotrama que va avoir lieu notre conversation. Je suis avec John Kalapo, nous sommes à Bamako pour la 14e édition, autant pour moi, de la Biennale africaine de la photographie, qui fait d'ailleurs son 30e anniversaire cette édition. Et c'est vraiment un énorme plaisir de prendre ce Sotrama. Je crois que bientôt on va embarquer avec John. Et voilà, nous allons faire le tour de sa carrière jusqu'à aujourd'hui. John, bonjour. Bonjour. Bon. Nous allons commencer par la question que nous posons à tous nos invités. Comment es-tu arrivé à l'art, John? Moi, je suis arrivé à l'art dès le bas âge. En fait, quand j'étais gamin, on partait à l'école, quand on rentrait à la maison. Mon père avait un appareil qu'on appelait Polaroid, les appareils d'époque. Donc, il faisait les photos avec. Donc, moi, j'étais curieux de voir comment il faisait les photos, parce qu'il faisait les photos de famille. Donc, en faisant les photos de famille, une fois qu'il cliquait sur le déclencheur, il y a une photo qui sortait directement. Donc, nous, ça nous impressionnait. Ça nous impressionnait en tant qu'enfant de savoir pourquoi directement la photo sortait comme ça. Donc, j'étais curieux de savoir. Et puis, moi aussi, je prenais l'appareil. Et je m'amusais à faire aussi de la photo, mais je ne cliquais pas pour que pour ne pas la photo sorte. Le Polaroid. Exactement. Donc je voulais juste m'amuser, regarder dans le viseur qu'est-ce qu'il lui il voit quand il photographie les gens. Donc depuis l'enfance, j'ai commencé à avoir cette passion. Et quelques années plus tard, en grandissant, après des études, parce que moi j'ai fait d'autres études avant d'être dans l'art. D'accord. Quelles études ça? Je suis banquier de formation. Voilà, donc après les études, vous savez comment ça se passe en Afrique. Vous terminez votre étude, il n'y a pas de boulot. Donc, à force de chercher de gauche à droite, j'en trouvais pas. Donc, du coup, là, j'aimais être aussi dans la vie associative. Donc, j'ai rejoint des associations qui étaient dans les domaines pas de l'art, mais dans les domaines de NTIC. Et là, je travaillais avec eux, on faisait un peu tout ce qui est nouvelles technologies, tout ça là. Donc du coup, on a eu la chance d'avoir un partenaire culturel qui a essayé d'organiser une formation dans le numérique, mais dans la photographie. Donc on a suivi cette formation. En suivant cette formation, c'est ça qui m'a donné même l'amour d'aller vers ce métier. Donc en faisant cette formation, je me souviens, c'était en 2006. On a fait cette formation, c'était même au Centre Soleil d'Afrique. À l'époque, je ne connaissais pas ce centre. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à nouer... le Centre Soleil d'Afrique d'Amagoro. D'Amagoro. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à nouer les relations, tisser des relations avec des amis artistes. Je me suis intéressé, j'ai dit, bon, écoute, je vais essayer, parce que j'aime l'appareil, j'aime toujours être derrière et photographier la scène ou bien filmer la scène qui se passe devant moi. Et j'ai commencé à suivre des formations. En suivant ces informations, d'abord, j'ai rejoint une association qui s'appelait le collectif Yeta. Yeta, donc, c'était un collectif qui était composé d'artistes. De plusieurs... De tous bords, pas que des photographes. Non, pas que des photographes. Il y avait des chorégraphes danseurs, il y avait des vidéastes, il y avait des photographes, il y avait des performeurs. Donc, voilà. Il y avait plusieurs disciplines. Donc, moi, je suis rentré en tant que caméraman parce que moi, j'ai commencé d'abord dans la vidéo. Je me souviens à l'époque dans l'association, on a été formé pour ça. Donc, et l'association aussi avait des petits marchés, voilà, avec des institutions, des ONG. Donc nous, on faisait des films institutionnels
On trouvait des marchés qui nous amenaient sur le terrain à travailler. Et moi, j'étais plus dans ça. Et aussi, on faisait aussi des clips vidéo pour beaucoup de rappeurs au Mali. Donc moi, j'étais vraiment dans ça. Et pendant que nous travaillons, j'étais toujours là, souvent, à la fin aussi, à documenter photographiquement, parce qu'il y avait un petit appareil sur le terrain, tout ce qui se passait sur le terrain. Donc de là, je m'exerçais plusieurs fois et voilà. Et en faisant de la vidéo, un jour, j'ai rencontré un ami sur le tournage du clip d'Habib Kouaté qui s'appelle Lavage des mains au savon. C'est un clip qui a été financé par l'UNICEF. C'était pour sensibiliser les gens à laver les mains avant de toucher quoi que ce soit. Donc il y avait un photographe qui était sur le plateau et il y avait nous, les caméramans, qui filmaient. Donc c'est lui qui m'a appris, il m'a dit, ah ben écoute, il y a une école, on a eu une discussion qui parle un peu de la photographie, des choses comme ça. J'ai dit, ben moi si je m'intéresse, je fais déjà l'image qui bouge, qui est la vidéo, et ben j'aimerais aussi me professionnaliser dans l'image fixe. Voilà. Donc du coup, il m'a parlé d'une école de photographie que j'ignorais, qui existait au Mali, qui s'appelait le Centre de formation en photographie, le CFP. Il a dit que lui, il est là-bas en tant que photographe. Donc, il aimerait bien... il y a un concours qui a été lancé avec les partenaires qui financent l'école. Donc ces partenaires, c'était Helveta, c'était le Royaume de Danemark. Donc le projet, c'était il lance un appel à la candidature. Donc il recrute des étudiants, voilà, pour leur former au métier de photographe pour que dans l'avenir, ils puissent vivre de ça. Donc du coup... il voulait amener à ce que les jeunes soient vraiment des professionnels. Et indépendants. Exactement. Donc du coup, moi, j'ai dit, eh ben, je suis déjà dans l'image, mais moi, j'adore aussi la photographie. Donc j'ai dit, pourquoi ne pas faire ce concours pour me professionnaliser davantage. Donc je me suis lancé dans... Je lui ai dit d'abord, quand ils vont lancer l'appel à la candidature, fais-moi signe. Et en 2008, je pense qu'ils ont lancé l'appel à la candidature. Il y avait une centaine de personnes... parce que c'était vraiment un projet énorme. C'était une formation qui aboutissait avec un diplôme. Donc c'était 2 ans de formation photographique conceptuelle, la photographie d'art. Donc il y avait une centaine de personnes. Moi, j'ai dit, bon, je vais tenter ma chance, vu que ça me plaît. Et je fais ce concours. Ils avaient besoin, imagine, dans ces 100 candidatures, ils avaient juste besoin de 6 étudiants de cette année-là. Voilà, ils avaient juste besoin de 6 étudiants pour les former parce qu'il y avait eu plusieurs promotions. Donc nous, on a eu la chance d'être dans ces 6. Moi-même, je ne m'y attendais pas. J'ai postulé avec des amis que je connaissais. Et à la fin du concours, on a eu la chance. Moi, j'étais retenu. Il y avait des collègues maliens. Il y avait aussi un collègue centrafricain qui était photographe, qui était là, qui était dans la liste. En fait, c'est un photographe, il est malien, mais il est né en Centrafrique. D'un père malien et d'une mère malienne. Non, d'un père malien et d'une mère centrafricaine. Voilà, donc on était 6 étudiants à l'époque et on a commencé la formation photographie conceptuelle et un peu artistique. Donc on a passé 2 ans. C'était un nouveau truc pour moi parce que moi j'étais plus dans la vidéo. Mais qu'est-ce qui t'a justement marqué dans cette formation? Qu'est-ce qu'on vous a apporté déjà? La formation, je ne m'y attendais pas à une formation aussi intense parce que moi je pensais que comme toute personne, il pense que la photographie, c'est un métier comme ça, on peut le faire. Mais c'est comme quand je suis rentré dans la formation, c'est là que je suis que c'est un métier à part entière parce que la formation était intense. J'ai failli abandonner même la formation. Et heureusement que j'ai eu des soutiens parce que c'était vraiment intense où tu n'avais même pas le temps de faire quoi que ce soit. De lundi au vendredi, vous êtes à l'école. Et à l'école, imagine, on a fait plus de... Je pense 3 à 4 mois comme ça, on n'a jamais déclenché juste pour étudier l'appareil photo, comment ça se passe, les vitesses, les ouvertures, les histogrammes, les techniques de lumière, la balance des blancs. Et c'était, à l'époque, je me souviens, c'était des professeurs qui sont venus spécialement de Danemark. Voilà, ils étaient venus pour ça. Et le but, c'était de nous former vraiment professionnellement pour qu'on puisse vivre de ce métier. Donc, l'intensité, c'était quoi qui m'a marqué aussi? Et tellement c'était intense, et je me suis posé la question, c'est intense comme ça, juste la photographie. Donc, où tu n'avais pas le temps de faire quoi que ce soit. Même à l'époque déjà, on avait d'autres opportunités
on ne pouvait pas l'exploiter parce qu'ils ont dit, soit tu restes à l'école, soit tu vas exploiter les opportunités. La pause d'art. J'ai eu un concours, j'ai postulé à une vidéo que j'avais montée lors du tournage du clip de Salif Keita. J'avais fait une vidéo making of. Donc j'ai postulé à un concours vidéo où le premier pouvait aller suivre une formation au conservatoire. Donc cette formation va aboutir à une bourse qui va t'amener en France, je pense à une école d'art qui s'appelle Fréjus, un truc comme ça. Fémis, voilà, Fémis. Fémis, ok. Exactement. Donc j'ai postulé et j'étais retenu. Et quand j'étais retenu, il se trouvait que j'étais toujours au CFP. Donc j'ai informé l'école, ça m'a tellement mal, j'ai informé l'école que je suis retenu à un concours où la formation c'est juste 2 semaines. Et ils vont retenir le meilleur pour qu'il aille suivre sa formation en France, dans le domaine de la vidéo d'art, des trucs comme ça. Donc l'école me dit non, on n'est pas d'accord parce que tu es là en formation, tu ne peux pas abandonner. Soit tu choisis, tu fais le choix, soit c'est l'école, soit c'est ta formation. Jusqu'à ce que l'Institut, parce que c'était piloté par l'Institut français du Mali, jusqu'à ce que l'Institut a décidé de s'impliquer. Ils ont envoyé des lettres à l'école en disant c'est des opportunités qui peuvent amener John loin. Ils ont dit bon, il a le choix. Soit c'est l'école, soit c'est voilà, cette formation. Voilà. Donc moi, vu que j'étais vraiment passionné, je voulais vraiment apprendre, je voulais faire de la photographie un métier, ben, j'ai pris ma décision. J'ai dit bon, même si je dois aller en France, on ne sait jamais. Peut-être en faisant cette formation, parce qu'ils vont choisir qu'une seule personne pour aller. Je peux aller, mais si je suis la formation, si je ne suis pas parmi... voilà. Tu aurais perdu sur les deux. Exactement. Donc j'ai dit, bon, je me concentre sur ma formation à l'école et je fais mon choix, je reste à l'école. Et à l'époque, je me souviens même, il y a d'autres, ils ont dit, mais pourquoi tu as fait ça? J'ai dit, ben, parce que j'aimerais bien avoir ce diplôme et continuer ma carrière en tant que photographe. C'est un métier que j'ai embrassé, donc j'aimerais bien le faire. Et ce qui m'a marqué aussi, les cours qu'on suivait, c'était vraiment professionnel parce qu'il y avait des professeurs, comme j'ai dit au début, qui étaient venus de Danemark. Voilà, donc c'était vraiment, on te donne une thématique où moi-même je ne m'imaginais pas, juste faire une photo, il faut faire tout un scénario, comment on dit, dans le cinéma. Une sorte de maquette. Storyboard. Exactement. Ouais. Juste pour faire une photo, il faut faire ça. Tu le fais et tu le poses, tu le déposes à la direction des études. Avant d'aller faire la photo. Avant d'aller faire les photos. Et tu ramènes la photo suivant ce que tu as écrit sur le storyboard. Donc c'était vraiment... Non mais tout le monde devait s'appliquer parce que... ouais, il y a même des gens qui ont dit, bon non, moi j'en peux plus. Ouais, juste pour faire la photo, il faut... Il est arrivé un moment, en 2e année, j'ai failli abandonner. Heureusement que le directeur des études était là. Même s'il était sévère avec nous en classe, ce qui m'a plu chez lui, il est sévère en classe. En classe, c'est une autre personnalité. Mais quand il est dehors, c'est quelqu'un de cool. Mais quand tu prends son comportement en classe, tu vas dire non, jamais tu vas parler à ce gars parce qu'il est méchant avec toi, il est contre toi, alors qu'il faisait que son boulot. Au début, on n'avait pas compris ça comme ça. En tout cas, moi aussi, je n'étais pas le seul. En classe, il était vraiment rigoureux parce qu'il voulait qu'on aille. Et c'est lui qui m'a un peu conseillé. Il m'a dit, bon, écoute, hors de la classe, il m'a dit, c'est quelque chose qui a commencé bientôt la fin, tu es déjà en 2e année, pourquoi abandonner? Sinon, tout l'effort que tu as, voilà, ça tombe à l'eau. Donc c'est là, j'ai pris mon courage, j'ai continué avec les autres. Mais sauf que ce qui aussi m'a marqué, cette formation, on était 6, on est rentré 6 et on est sorti 4. Il y a 2 qui ont abandonné parce que c'était vraiment une formation, parce qu'eux, ils étaient aussi des pères de famille à l'époque. Donc, ils ne pouvaient pas supporter la pression, voilà, la pression de l'école et puis pouvoir, parce que vu qu'ils sont à l'école, ils n'ont pas le temps de gagner. Les marchés à l'extérieur. Voilà, à l'extérieur, pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Donc, ils n'en pouvaient plus et ils ont dit, bon, nous, on va arrêter. Ils ont abandonné. Il y a un qui a abandonné, qui était mon binôme. Et l'autre, c'est le Centrafricain. Il a eu une opportunité qu'il a amenée au Congo-Brazza. C'était, à l'époque, je me souviens, c'était le collectif Elili. Ah, ok. Voilà, qui les avait invités pour une formation, un workshop. Donc, il est venu nous voir. Il a dit, par rapport à ce que lui, il a vu,
Moi, on m'a empêché d'aller faire cette formation. Il y avait aussi un ami qui on a empêché de voyager, Cédou. On avait empêché de voyager. Lui, il vient d'avoir une opportunité avec le collectif Elili. C'est une formation internationale où ils ont invité beaucoup d'artistes. Je me souviens, il y avait même il y avait Mesmer, il y avait Rudik Bo du Cameroun. Voilà, il y en avait plusieurs. Il nous demandait conseil. Comment soit il reste à l'école, soit il va suivre cette formation. Bon, on a dit, bon, écoute, on est en deuxième année, tu as beaucoup appris. Je sais qu'à la fin, il y aura un diplôme. Mais c'est à toi de faire aussi le choix. Si tu vois la base, ça t'arrange plus de suivre ce workshop parce que c'est pris en charge. Et voilà. Donc c'est à toi de décider. Nous, on ne peut pas décider à ta place. Bon, finalement, lui, il a dit, bon, pendant le temps qu'il a passé à l'école, il a beaucoup appris. Déjà, même si on ne lui donne pas le diplôme, lui, il préfère partir. Et c'est comme ça que lui, il est parti. Et nous, on est restés jusqu'à la fin. On a eu nos diplômes. Et c'était bien à la fin quand on est sorti de l'école. Et c'est là on commençait, je me souviens, on est sorti, on a fait une exposition collective avec notre promotion. Et c'était une grande fête où on a invité l'ambassade de Danemark, Passé, les premiers partenaires. Où c'est pour montrer, voilà, les jeunes qu'on a formés. Voilà. Et le but aussi, c'était aussi, avant que j'oublie, c'était aussi de nous mettre dans le marché. D'accord. Voilà. Et comment ils ont fait ça? Voilà, c'était de nous mettre dans le marché, c'était quoi? C'était aussi les travaux qu'on produise doivent être mis sur les banques d'images. Au début, ils étaient partis sur iStock, c'était un truc de iStock. Mais après, ils ont eu la chance parce qu'ils ont remarqué beaucoup de photographes ne vivent pas souvent de leur art comme photographie. Si ce n'est pas des expositions, bon, souvent des expositions, tout le temps il n'y a pas de... Donc ils ont préféré nous amener dans les banques d'images. iStock, au début c'était iStock, mais après ils ont vu les iStock, les prix sont un peu... c'était pas top. Donc ils ont eu la chance de collaborer avec Getty à l'époque. Je me souviens, ils ont signé un contrat avec Getty. Donc les images que nous produisons à l'école seront téléversées sur la banque d'images qui est Getty. Et nous, ça nous arrangeait en tant qu'étudiants parce que dès qu'on a commencé à téléverser nos images qui étaient sélectionnées, parce qu'on nous donne des thématiques, donc on suit ces thématiques, on va travailler, et une fois qu'on revient, c'est toute l'administration qui est là avec les étudiants et on passe aux séances critiques pour prendre les meilleures images qui ont été faites suivant la thématique. Donc ça se passait comme ça. Même ça aussi, ça m'a marqué parce que pendant les critiques, on était devenus comme des amis, même nous, comme des ennemis plutôt, entre nous étudiants. Voilà, parce que imagine, tu as fait une image qui t'a pris vraiment du temps, ça t'a fatigué, tu viens t'asseoir, on te dit c'est pas bon, c'est pas ceci, c'est là. C'est là où nous on a pris, il faut accepter les critiques, si c'est pas bon, on te dit, même si tu t'es fatigué à faire ça. Et ça te permet de t'expérimenter, ça te permet d'aller loin et de forcer les choses. Donc pendant les critiques, ça aussi ça m'a marqué parce que on était entre nous, c'est comme si on se clashait, quoi. Tu vois, on ne voulait pas que cette image passe, mais après on a dit non, on arrête avec ça, on n'est pas ici pour les clashs, on est là juste pour que chacun de nous donne le meilleur de lui-même. Voilà. Donc, quand il y a des séances critiques, on essaie de dire juste les défauts qui sont dedans. Sur l'image, on regarde l'image, tu pouvais faire ça, tu pouvais faire ceci, tu peux aller dans ce sens. Donc, on se donnait maintenant des conseils. Et voilà, chacun de nous a pu gagner parce que ça nous a servi et ça a permis à beaucoup de nous, étant étudiants, de gagner de l'argent. Et j'étais le premier à commencer à vendre les images sur Getty. Et les autres ont suivi. Et je me souviens, les premiers millions qu'on a eu, on est deux, moi et Seiba, on était encore des étudiants à l'école. On a vendu, lui il a vendu une image à 32 000 $, moi j'ai vendu une image à 32 000 $. Voilà. Si vous calculez, voilà, vous allez voir. Et c'est ça qui nous a permis. Et à l'époque, on a commencé, on a dit, bon, moi par exemple, j'ai laissé les matos de l'école. J'ai acheté mes propres matos. J'ai acheté mon ordi, j'ai acheté tout ce que je devais acheter comme matériel, parce qu'à l'époque, on utilisait les matériels de l'école. Et vraiment, je me souviens de cette époque, moi, j'ai beaucoup gagné de l'argent, moi, Seiba et les autres. Mais ceux qui gagnaient plus, moi, dans chaque rapport qui venait, chaque mois, parce que chaque mois, Getty envoie un rapport, voici les images que vous avez vendues, et c'était vraiment, dans le mois, chaque mois, je pouvais me retrouver avec 500 000. Chaque mois, le minimum que je pouvais me retrouver, c'est 500 000. Donc,
étant étudiant, on a beaucoup vendu, ma promotion. On a beaucoup vendu, on a gagné de l'argent en tant qu'étudiant avant de sortir. La pause d'art. Mais dis-moi, John, mais que devient justement le CFP? Parce que j'ai ouï dire que le centre a quelques difficultés aujourd'hui. Comment ça se passe là-bas? Bon, c'est les rumeurs qui circulent, effectivement, je le confirme, c'est un peu dommage. C'est une école qui a formé les artistes qui sont à l'international aujourd'hui. Beaucoup d'artistes qui sont sortis là-bas sont directement partis à l'international par rapport à l'événement qui se passe, la Biennale aussi, parce que ça a lancé beaucoup de photographes qui ont fait cette école. Il y en a plein, il n'y a pas que nous. Voilà. Donc aujourd'hui, l'école se retrouve dans une situation délicate parce que les partenaires qui soutenaient l'école sont partis et l'administration qui est là veut rester longtemps. Donc ce n'est pas pour accuser qui que ce soit, mais on avait demandé, un certain temps, on avait demandé à ce que nous, la nouvelle génération, de pouvoir diriger cette école. Bon, les partenaires sont venus, ils ont dit qu'ils veulent voir de nouvelles têtes. Des nouvelles têtes, voilà. Et ils avaient même proposé quelques noms. Donc bon, ils se sont pas entendus avec certains partenaires. Et voilà, donc les partenaires aussi ont été réticents par rapport au financement. Et c'est ça qui a fait aujourd'hui, l'école est complètement fermée, je vous le confirme. Voilà, donc c'est dommage pour nous, parce que nous sommes de la première promotion en photographie conceptuelle. Et parce que nous, ça a été toujours une référence. Et quand on parle du CFP, c'était une référence parce qu'il a produit des photographes aujourd'hui qui font la fierté du Mali. On est nombreux. Donc aujourd'hui, qu'on apprend, on est en pleine biennale et le CFP est fermé. Alors que chaque biennale, le CFP est là pour contribuer, par exemple, au tirage. Au tirage, je me souviens en 2019, exactement. 2022, si j'ai bonne mémoire. Exactement, c'est ça. Au tirage et aussi à organiser même des expositions. Voilà. Mais aujourd'hui, mon frère, c'est vraiment dommage que c'est fermé. Donc parce que moi, je croyais que les partenaires sont partis par rapport à la situation politique que traverse le Mali. Donc, c'est pas ça du tout, quoi. Bon, les partenaires sont partis bien avant la situation. Voilà. S'ils sont partis, je ne dis pas qu'ils ont quitté le Mali. Ils ont refusé de financer tant que les choses ne changent pas. Donc voilà. Et la situation actuelle est venue trouver le CFP déjà commencé à ne plus être opérationnel. Donc ça a encore empiré les choses parce qu'une école, s'il n'y a pas de financement, ça ne peut plus parce que chaque fois nous, on conseille beaucoup à la nouvelle génération, ceux qui nous suivent plutôt, qui veulent devenir des photographes comme nous, d'aller dans cette école. Et c'était une école de référence un peu en Afrique de l'Ouest. Même en Afrique centrale, on parlait beaucoup de ça. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est vraiment dommage qu'on n'en parle plus. Et nous, si on avait les moyens de pouvoir soutenir, on pouvait le faire. Mais vu que nous, on n'est pas dans ce cadre. C'est complexe. Voilà. Mais dis-moi donc, après, à cette période déjà, c'est-à-dire quand tu sors jeune, je vais mettre, disons, professionnel de la photographie sortant du CFP, comment on existe à cette période déjà au Mali en tant que photographe? Bon, déjà, le fait d'être déjà au CFP, vu que c'était connu, ça te donnait déjà un nom. Parce que les gens savaient que c'est une école très professionnelle. Quand tu sors là-bas, tu deviens vraiment un photographe qui a la créativité, qui est très professionnel. Donc nous, quand on est sortis, on a eu l'opportunité, les chances de commencer à exposer un peu dans différents espaces de Bamako, et qui a fait en sorte que les gens commencent à nous connaître petit à petit. Et on a eu la chance aussi d'avoir des bourses de formation, par exemple. Je me souviens en 2015, la Biennale de Bissi Silva. Voilà, donc on sortait il n'y a pas longtemps je pense après qu'on est sorti du CFP en 2011, en 2015, c'était la première fois que moi je sois dans la Biennale. Donc j'ai postulé, j'étais dans le IN, dans l'Expo panafricaine. Et je me souviens, c'était un travail que j'avais fait sous les archives parce que je travaillais dans un projet de numérisation des archives de grands photographes maliens. Ouais, c'est d'ailleurs pendant ce projet-là que moi j'ai connu ton Exactement. Donc du coup, le fait même que je sortais du CFP, ça m'a donné la chance de travailler dans ce projet d'archives.
Voilà, donc le CFP vraiment était une référence. Quand on dit que c'est un photographe qui sort du CFP, déjà les gens commencent à dire « Ah, lui, c'est un photographe professionnel ». Donc en 2015, j'expose cette série des archives sur la métaphore du temps. Et les archives de ma propre famille, ça m'a donné l'opportunité d'avoir une bourse. Parce que la bourse, on ne le donnait qu'aux photographes sud-africains. Voilà. La bourse s'appelle Chernen Foundation Fellowship. Donc cette année, en 2015, ils ont dit on aimerait bien donner ça à un photographe émergent en Afrique. Mais ça, il faut postuler aussi. Donc c'est BC qui m'a envoyé parce que BC aussi a beaucoup soutenu les artistes maliens et africains. Voilà, donc vraiment c'est une grande dame que je remercie aujourd'hui, paix à son âme. Paix à son âme. Mais elle a beaucoup fait pour les artistes. Donc c'est elle qui m'a envoyé un mail, elle dit bon, elle a apprécié le travail que j'avais fait parce qu'elle est passée au bureau pour visiter le projet d'archives. Donc quand j'ai présenté mon projet et ça a été retenu en ligne, elle m'a dit ah, il y a une bourse, elle faisait partie des gens où on demandait voilà, si elle peut trouver des photographes qui vont postuler. Elle m'a envoyé, elle m'a dit bon, postule, c'est une bourse parce qu'il veut donner ça à un artiste africain. Donc ça aussi, il fallait postuler parce qu'il y avait beaucoup de candidatures. Donc j'ai postulé en 2015 par rapport à ma série La métaphore du temps. Et au final, c'est moi qui ai été retenu pour avoir cette bourse. Et cette bourse permettra aux photographes d'aller étudier à Market Photo Workshop en Afrique du Sud. Une référence aussi. Voilà, et faire une résidence de création dans cette école. Voilà, donc c'est ça, c'est à travers le CFP, à travers tout ce qu'on faisait. Et ça m'a permis d'avoir ce bourse et voilà, je me suis retrouvé en Afrique du Sud. Justement, c'est très bien que tu embrayes dessus parce que c'était l'une des choses que j'ai trouvé intéressant d'en parler ici. Justement, ton séjour à Market Photo, c'est quoi Market Photo Shop? Oui, c'est Market Photo Workshop. Photo Workshop, autant pour moi. Market Photo Workshop. Comment ça s'est passé là-bas, John? Bon, quand j'ai eu la bourse, je me préparais parce que ça trouvait déjà, je bossais ici en tant que photographe dans les archives. En même temps, je continuais ma petite carrière photographique d'artiste. Et en trouvant cette bourse, ça m'a permis aussi d'aller voir comment d'autres travaillent. Et voilà, arrivé en Afrique du Sud, mon regard a complètement changé. Parce que la manière dont je faisais la photographie au Mali, ça a complètement, je dis, mais on est souvent limité quand tu ne vas pas voir ce que font les gens ailleurs. Donc, quand je suis arrivé en Afrique du Sud, j'ai découvert plusieurs genres de photographie que je n'ai jamais entendu ici. Par exemple, même la photographie rebelle ou un révolutionnaire. Et ils ont tellement de genres là-bas, parce que vous-même, vous savez, les anglophones, surtout en Afrique du Sud, il y a tellement de grands photographes, tellement de bons photographes. Donc, j'arrive à Market Photo Workshop. Bon, je ne parlais pas anglais, ça aussi, c'était un handicap. Mais j'ai eu la chance, je suis tombé sur un photographe congolais, qui travaillait, Patrick Selamani, qui travaillait à Market Photo Workshop. Donc il était aussi assistant enseignant. Voilà, donc c'est lui qui a été pris pour faire l'interprétation pendant que je suis en classe. Voilà, pendant que je faisais aussi ma résidence. Donc quand je suis resté en formation, j'avais plusieurs mentors, plusieurs professeurs qui devaient me suivre et critiquer ce que je fais. Donc, une fois, je me suis retrouvé même devant BC Silva, parce que BC Silva elle était partie là-bas pour un projet et elle voulait venir me voir pour savoir comment ça marche ma formation. Et je me suis retrouvé devant un jury comme ça, avec BC Silva. Okay. Ils m'ont tiraillé, j'ai montré tout mon portfolio. Ben, j'ai compris, ils m'ont tiré jusqu'à ce que moi-même je me suis posé la question, est-ce que j'étais vraiment un photographe professionnel jusqu'à présent? Mais le but, ce n'était pas de minimiser mon travail, c'est pour me pousser à aller plus loin. Donc, parce que ça m'a servi, parce que tous les conseils qu'ils m'ont donnés, c'était la bienvenue. Mais après, ça m'a fait un peu rire, là où ils me posent une question, ils m'ont posé une question en disant, est-ce que tu penses que nous sommes des fous? Ok. Tu vois, toutes les questions qu'on t'a posées, est-ce que tu penses qu'on est normal? Ouais. J'ai dit, mais vous êtes normal, c'est votre travail. Et moi, ça me fait pas mal. J'ai déjà eu l'habitude, parce que j'ai fait une école où j'étais déjà formé à des critiques. Peut-être si je n'étais pas formé pour des critiques là, je pourrais dire, ah, vous êtes en train de saboter mon travail. C'est ça. Donc, mais quand même, ça m'a servi à beaucoup. Parce que même ces critiques, c'était
plus intense que les critiques que j'ai suivies au CP. Parce que imagine, tu es devant les grands commissaires, des trucs comme ça. Donc c'était vraiment intense et fort. Et j'ai compris, je suis resté, j'ai suivi ma formation. En même temps, je continue ma résidence de création. Parce que cette résidence de création devait aboutir à un corps de travail que j'étais en train de faire. Voilà, entre. Mais pour la formation, est-ce que c'est une formation théorique, pratique? Qu'est-ce que ça t'a apporté en plus de ce que tu avais déjà appris au CFP? Ben, c'était une formation pratique. Il y avait la théorie, il y avait la pratique. Et ça m'a apporté beaucoup parce que j'étais suivi par un grand photographe de l'Afrique du Sud, Bouyapi MDD. J'étais suivi aussi par John Fultwood qui est venu tout récemment. J'étais suivi par James Makola, ancien directeur du Market Photo Workshop. J'étais suivi de Peter Mackenzie. J'étais suivi de qui encore de Indam, une grande, elle est professeure aussi à l'école, j'ai oublié son nom. J'étais suivi aussi avec Loïs Oljon. Donc c'était des grands qui m'amenaient juste vraiment à aller loin, à expérimenter ce que je faisais ici. Mais et plus... chacun était spécialisé dans une pratique. Exactement. Okay. Par exemple, quand je me suis rendu chez John, c'était de lui montrer ce que j'avais déjà fait, parce que j'avais commencé à travailler, donc de lui montrer. Et lui, il va m'orienter par rapport à ce que je fais. Donc j'arrive chez lui, parce que lui, il travaille chez lui. Là, à l'époque, lui aussi, il était directeur de market, mais comme moi, je suis arrivé à market, lui, il était parti, et c'est Makola qui l'avait remplacé. Donc j'arrive chez lui, il me dit, bah, il m'a donné des conseils, il a critiqué, il a dit, bon, la façon de travailler, c'est bien, mais sauf que l'histoire, si tu veux vraiment bien la raconter, il faut être proche de la personne, tourner autour de la personne, faire des trucs que je ne faisais pas avant. Quoi. Voilà. Donc Peter Mackenzie aussi, faire par rapport à l'histoire, même les détails, ça compte, beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses que j'avais appris ici, mais ce n'était pas plus développé. Quoi. Plus développé que là-bas. Donc, ils m'ont amené vraiment à la aller au fond des choses, me pousser à bout, jusqu'à ce que je me suis dit, c'est pour ça que je disais quand je parlais, je disais au début que une fois quand je suis arrivé là-bas, ma conception des choses, ma façon de faire les choses a changé. La façon dont je faisais la photographie ici, ça a changé. Donc j'ai plus, ici j'avais de la créativité, mais j'ai ajouté encore plus de créativité. Aller plus au fond par exemple, si j'ai une thématique, alors plus au fond, creuser jusqu'à ce que moi-même je sens que j'ai vraiment creusé. Voilà. D'accord. Et c'est quel est le corps de travail que tu développais justement pendant cette résidence? Pendant cette résidence, je développais l'histoire de Saba. Un jeune, ça parle de migration. Moi, j'ai décidé de parler de, tu sais, bon, beaucoup de photographes ont travaillé sur la migration, de ceux qui partent. Ceux qui sont partis plus tôt, tu vois. Donc on parle des gens qui sont restés à la mer, au désert. Moi j'ai décidé de parler de ceux qui voulaient partir mais qui sont restés. Voilà, je ne voulais pas parler de ceux qui sont partis, qui sont restés, parce qu'il y en a beaucoup qui ont parlé. Mais moi j'ai préféré faire l'inverse, j'ai dit bon, il y a aussi qui ont décidé de rester et de construire leur avenir. Ils avaient l'ambition de partir parce que ça n'allait pas. Mais comment le fait de décider de rester, comment ils vivent ce sentiment de rester, comment ils vivent pour pouvoir surmonter le fait qu'il n'est pas parti, il faut que je réussisse dans mon propre. Donc moi, j'ai choisi cette thématique de travailler sur l'histoire de Saba, un jeune qui a décidé de rester, parce qu'il a tenté plusieurs fois, ça n'a pas marché, mais il a dit, bon, finalement, même dans mon pays, je peux réussir, ce n'est pas seulement l'aventure. Nous tous, on ne peut pas partir. Donc voilà, moi, j'ai essayé de travailler sur lui et j'ai tourné autour de ce jeune pour raconter son histoire. Et c'est ça. C'est en fonction de cette histoire que j'ai été suivi par tous les noms que j'ai cités. Mais comment visuellement tu as abordé ça? Parce que le dit comme ça allait peut-être facile, mais dans la conception visuelle, c'est plus complexe. Oui, c'était vraiment compliqué parce que dans la conception visuelle, il arrivait même un moment où je passais la journée avec le monsieur, parce que chose que je ne faisais pas souvent. Parce que les conseils qu'ils m'ont donnés, ça me donnait souvent, parce que imagine, quand tu suis quelqu'un, la personne, il faut qu'il soit disponible. Voilà, pour toi. Donc, visuellement, soit j'essaie de lui prendre en charge d'abord, parce que je lui prends par exemple des journées où lui peut aller se chercher.
Voilà, mais moi, je suis là, je dis, bon, tu vois, ça m'a dit. Donc, je le suis à moindre richesse. Tout ce qu'il fait comme activité, tout ce qu'il fait comme dans la journée, tout ce qu'il fait au quotidien, je le suis, que ce soit dans les détails, que ce soit dans les activités qu'il mène. Est-ce que c'est le suivre avec un appareil photo ou des fois c'est le suivre, juste être avec lui pour comprendre comment, comment il organise sa vie, comment il raisonne? Voilà. Est-ce que c'était toujours avec un appareil? Bon, ça c'est une question peut-être. Bon, c'était pas toujours avec un appareil. Parce que même si tu dis que tu vas le suivre tout le temps avec l'appareil, il va arriver des jours où tu vois pas des choses intéressantes à faire. Donc je le suivais souvent, parce que c'était aussi quelqu'un que je connaissais. Je le suivais souvent au quotidien sans l'appareil pour voir comment il réagit, comment il vit avec des gens, comment il se comporte dans un milieu, tout ça là. Et ça me donnait d'autres idées que je dois visuellement photographier. Voilà, donc c'était dans ce sens, je ne suivais pas tout le temps avec un appareil photo, mais je voulais d'abord comprendre son univers. Voilà, comprendre comment il aborde les gens, comment il vit dans la société, comment il se comporte, qu'est-ce qu'il fait, d'où il va. Donc voilà, c'était beaucoup. Il faut comprendre d'abord les jeux pour pouvoir raconter vraiment cette histoire. Souvent même visuellement, je racontais l'histoire, il n'est même pas dans les images. Il n'est même pas dans les images. Mais l'histoire, ça parle de lui. Voilà, donc il y avait plusieurs aspects. Ouais, ce qu'il voit, ce qu'il est, mais aussi ce qu'il voit, ce qu'il vit. Mais du coup, dans ce genre de travail, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un mélange entre ce qu'on peut appeler photo documentaire et, comment je vais appeler ça, photo de fiction? C'est-à-dire il y a une partie qui peut être documentaire, mais une partie où, comme tu l'as dit, tu as observé et puis ça t'a donné l'idée de la photo que tu vas faire après. Exactement, c'est ce que tu viens de dire. Au fait, quand tu vois la série, c'est comme si c'est une poésie, tu vois. Il y a documentaire, il y a fiction. Mais la fiction en question, ça retrace aussi l'histoire de ce jeune dont je racontais. Parce que quand je fais partie fiction, par exemple, je prends un exemple, je peux aller dans sa chambre, il n'est pas là. Mais j'essaye de photographier des trucs qui rentrent en lien avec lui. Tu vois. Donc, mais alors que quand tu rentres dans sa chambre, souvent, il y a sa présence dans l'image. Visuellement, tu sens sa présence, mais tu ne le vois pas dans les images. Donc, il y a aussi ces images-là qui sont un peu fiction. Il y a aussi des images qui sont documentaires. Donc, c'est comme ça que j'ai travaillé aussi. Et c'est comme si je racontais des poèmes, des trucs comme ça. Donc, exactement, c'est comme ça que j'ai travaillé pour pouvoir raconter l'histoire de ce jeune homme. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gamou. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.